Vladimir Poutine met en garde les dirigeants de l'Europe, ceux qui font le plan de déployer des troupes au sol pour sécuriser l'Ukraine, une éventualité que le Kremlin considérerait comme un casus belli. Pourquoi le projet de paix du président Donald Trump pour la paix en Ukraine n'a pas encore prospéré? L'Europe, avec la France d'Emmanuel Macron en tête de peloton, a-t-elle les moyens de sa politique ukrainienne? Nous creusons ces questions dans le forum de ce 7 septembre. Au plateau, Louis Magloire Kemayo, il est journaliste, directeur de New World Economy. Il est également le président du Club de l'information africaine. Est-ce que vous ne savez pas de lui? C'est que c'est un Russe. Il a étudié en Russie. Il parle couramment russe. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Хорошо. Хорошо. Если все хорошо, тогда все. Как dire? Хорошо, мне все хорошо. Спасибо. Tout va bien. Merci. Un peu de russe pour... C'est bon, c'est pour m'éblouir. Non, absolument pas. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez couramment l'allemand. Vous l'avez dévoilé. Son co-débatteur, c'est l'homme qui ne change pas, son excellence Sogoyou Kegewe. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht es hier? Ja, danke schön. Okay. Ça va, je suis bilingue. Ich freue mich. Multilingue, hein, je parle allemand également. Merci d'être avec nous donc, pour le forum du jour. Russie, Poutine met en garde l'Europe, c'est le thème et vous êtes conviés à enregistrer cette émission via vos contributions sur WhatsApp, le 228 96 08 43 43. Alors, je voudrais commencer avec l'analyse du projet de paix de Donald Trump. Vous savez qu'il a proposé un accord qu'il a soumis à Vladimir Poutine, puis à Zelensky et à l'Europe. Mais depuis, ça patine. Pourquoi ce projet n'avance pas? Mais d'abord même, quel est le contenu? Qu'est-ce que Trump met dans son projet de paix pour l'Ukraine? Louis Magloire Kemayo. Grosso modo, je crois qu'il ne faut pas se leurrer concernant les intérêts de Donald Trump, qui vous a déjà dit que pour lui, ce qui passe en premier, ce sont les intérêts de son pays, les États-Unis d'Amérique. Le contenu de ce qu'il propose, c'est que sur le plan économique, l'accord d'exploitation des terres rares qu'il a proposé aux Ukrainiens soit adopté. D'un côté, il s'est presque entendu avec Vladimir Poutine pour que, y compris sur les territoires tenus par la Russie, cette exploitation puisse avoir lieu. Maintenant, il faut qu'il obtienne l'accord des Ukrainiens et des Européens pour que l'on rentre dans la phase effective de l'application de l'accord. Et donc, pour lui, l'intérêt principal, ce n'est pas de savoir si Russes et Ukrainiens, voire Européens, s'entendent, parlent d'une seule voix. Ce n'est absolument pas son intérêt. Son intérêt, c'est que les intérêts de l'Amérique soient défendus, soient bien défendus. C'est ce qu'il fait. On ne peut pas le lui reprocher. Simplement, on est là sur un territoire où il y a des millions de morts et où il faut restaurer la paix. Aller y protéger les intérêts de son pays, c'est presque indécent. C'est de l'ingérence, ce n'est pas autre chose. Et s'il peut le faire, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, les Européens ne sont pas en position de faire autre chose que de suivre les États-Unis. Et que l'Ukraine est presque prise en otage aujourd'hui par rapport à la situation sur son sol. Tout a été détruit, il faudra tout reconstruire et il faudra payer pour les dettes qui ont été contractées pour détruire le pays, payer également pour la reconstruction de ce pays. Et je veux bien deviner qui sera le grand bénéficiaire de tous ces chantiers, puisque visiblement, ça devrait encore être les États-Unis. Visiblement, ce contenu a été accepté par Vladimir Poutine, puis Zelensky. Dans un premier temps, il a voulu brancher, mais ensuite, il s'est aligné. Comment se fait-il que ça patine maintenant? Si vous voulez, on va raconter l'histoire de ce conflit de façon moins militaire. Parce que quand on prend le biais militaire, ça nous demande de choisir entre la Russie, l'Ukraine, savoir qui est le bon, qui est le méchant. Cette histoire est quand même une histoire d'empire colonial. Avec la chute du mur de Berlin en 1989, la dislocation, l'implosion de l'Union soviétique en 1991, les Américains ont eu l'impression que l'histoire qui était pour eux l'histoire de la guerre froide était terminée et qu'il y avait une domination unilatérale des États-Unis sur le reste du monde. Et à partir de là, tout ce qui s'en est suivi n'a été que la conséquence. On ne va pas embrouiller nos téléspectateurs avec une multitude de dates et d'événements, mais quand cette guerre commence en Ukraine, il y a plusieurs éléments qui ont été mis dans la balance et qui font que l'on n'aurait jamais dû avoir une guerre.
Tout d'abord, la Russie rachète une grande partie de l'armement de l'ancienne Union soviétique. Elle paye quasiment 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine pour s'acheter la paix et l'entente sur ce qui est l'héritage de l'Union soviétique. Elle assure l'indépendance de l'Ukraine. Elle assure que même si l'Ukraine, la Géorgie, voire d'autres pays de l'ancienne Union soviétique devaient rejoindre l'Union européenne, voire l'OTAN, cela ne lui poserait aucun problème. Le seul problème, ce serait qu'il y ait, c'est-à-dire l'Union soviétique étant morte et l'ancien pacte de Varsovie ayant été démantelé, son seul problème, c'était qu'on n'ait pas une escalade à nouveau, à la fois dans l'armement et dans l'extension de l'OTAN. Or, ce qui s'est passé après a été à la fois l'extension de l'OTAN, puisque l'OTAN a progressé, on a aujourd'hui 32 pays au sein de l'OTAN, et qu'au niveau même des accords qui avaient été signés au début, avec un parrainage de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les pays comme l'Ukraine s'engageaient à avoir une paix sur le long terme et une coopération tout à fait normale avec la Russie. C'est la base sur laquelle on était parti. Puis il y a eu les révolutions de couleur, notamment celle de Maïdan, qui a amené au pouvoir des dirigeants qui étaient favorables à une intégration de l'Ukraine, d'abord au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Et tout est parti de là, puisqu'il y a eu un coup d'État pratiquement. Le président qui avait été élu a été dégagé par la révolution populaire et remplacé par un dirigeant qui aujourd'hui est très pro-occidental et qui est pour à la fois l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et son entrée dans l'OTAN. Ce sont des choses qui ne se feront pas demain parce que l'Ukraine n'a pas les moyens de cette politique-là. Mais ce que cela a démontré, c'est qu'il y a une volonté belliciste de la part des Européens d'y aller. Faisons juste un parallèle. Nos pays africains ont été constitués initialement, avant d'être des pays disloqués comme ils le sont aujourd'hui, d'empires. Ces empires ont été démantelés par les puissances coloniales. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. Maintenant, entre eux, ils peuvent discuter pour savoir comment ils s'organisent. On a créé l'Union africaine, on a créé la CEDEAO et bien d'autres éléments qui permettent l'intégration, mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de nos pays restent dépendants de leurs accords coloniaux pour décider de ce qu'ils vont faire à la fois sur le plan interne et sur le plan des relations internationales. Et c'est contre ça aujourd'hui que l'Ukraine, enfin c'est sur ce point-là que l'Ukraine et la Russie ne s'entendent pas. Parce que les Européens poussent vers une adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, c'est même pas l'Union européenne, au Conseil de l'Europe et à l'OTAN, mais ils savent pertinemment que l'Ukraine n'aura pas les moyens de le faire. Mais puisque ça peut déranger la Russie, ils y poussent, comme ils ont poussé lors de la guerre au Kosovo, qu'ils ont réglé les problèmes sans passer par les Nations Unies, ils y ont poussé également avec d'autres situations, comme par exemple en Irak, où les États-Unis sont intervenus sans mandat des Nations Unies, et ça bloque aujourd'hui parce que la Russie peut bloquer au sein du Conseil de sécurité, a une puissance militaire qui lui permet de parler d'égal à égal. Donc, quand on me dit que ça patine, je dis ça patine sur le plan militaire. Ça ne patine pas sur le plan culturel. Si on devait prendre les choses par le bon biais, je pense que cela pourrait régler un certain nombre de problèmes, mais on veut percevoir ce conflit uniquement sur le plan militaire. Est-ce que le référendum qu'il y a eu dans les zones qui sont aujourd'hui considérées comme indépendantes n'a jamais eu lieu nulle part? Prenez les pays africains, Mayotte qui est aujourd'hui rattaché à la France, ça a été un référendum. Est-ce que les Mahorais et les Comoriens étaient d'accord sur la manière dont ça s'est passé? Je n'en suis pas convaincu. Et l'Ukraine aujourd'hui peut dire ce qu'elle veut, mais elle est en train de vivre à peu près, elle est un instrument qui est utilisé pour affaiblir la Russie. Et c'est dommage que cela conduise vers quelque chose qui pourrait devenir une nouvelle guerre. En tout cas, ça conduit vers un débat sur ce que devrait être le nouvel ordre mondial que tout le monde appelle de tous ses voeux. Merci pour ce rappel historique intéressant pour comprendre la situation. Excellence, pourquoi les efforts de Donald Trump n'ont pas suffi pour mettre fin au conflit? Mais parce que les amateurs de la guerre sont là. Il y a des gens qui aiment la guerre. Ils ne boivent que le sang des humains. En Alaska, Donald Trump, qui vit quand même à, je ne sais pas combien, 8000 km de l'Ukraine, s'est montré sensible. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord que les Ukrainiens meurent. Et son souhait, c'est que cette guerre s'arrête immédiatement. Et sur ce point, il est dans le même alignement que Poutine. Poutine ne veut pas la guerre. Poutine, d'ailleurs, en Ukraine, retient sa main parce qu'il ne veut pas tuer ses frères slaves
Poutine sait que c'est un coup tordu monté par les anglo-saxons pour écraser tous les peuples slaves. Le seul qui n'a pas compris ça, c'est Zelensky, qu'on a payé, on a recruté, on a payé pour faire la guerre, pour détruire les Ukrainiens, et on a dit jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, Poutine et Trump veulent arrêter la guerre, parce que Trump a toujours dit, moi, président, cette guerre n'aurait même pas commencé. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine contre la Russie. Trump le dit tous les jours. Donc, moi, président, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Mais ce que Trump feint de ne pas savoir, c'est que les gens qui voulaient la guerre, ils sont avec lui là-bas. Et notre ami a rappelé l'histoire de Maïdan, les fameuses révolutions de couleur. Mais c'est de la crapulerie, c'est du banditisme de haut niveau. Parce que ces soi-disant révolutions étaient organisées par les puissances occidentales. Financées. Organisées, financées, pour nettoyer tout ce qui est plus ou moins proche de la Russie en Ukraine. Des pays frères qui étaient ensemble. Vous négociez, comme tu l'as expliqué, calmement, pour qu'on leur donne leur indépendance, et vous voulez les dresser comme des pitbulls contre les Russes. Alors, tu te rappelles, hein, c'était l'époque où une certaine Victoria Nuland jouait à la proconsul installée. Ah, gouvernement, ministre de la Défense, mettez-moi ce nom-là. Ministre des Affaires étrangères, mettez celui-ci. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, machin, aux États-Unis. Donc, Trump dit, mais moi, si j'étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Et Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine en ce qui concerne certains territoires. Poutine dit, mais attends, les territoires que j'ai occupés, je les ai occupés, il n'est pas question de les rendre. D'ailleurs, si vous permettez, Excellence, je voulais juste faire une précision sur les territoires. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle du territoire aujourd'hui? Parce que parmi les accords qui avaient été signés entre la Russie et les anciens pays soviétiques, donc l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et tous les autres, il y avait un accord qui protégeait les minorités linguistiques. Or, c'est dans ces pays-là, dans ces régions, ces oblasts, vous avez beaucoup de personnes qui parlent le russe. Et le président Zelensky fait partie de cette zone-là. Il est ressortissant de cette zone. Et donc, quand les accords ont été signés, il était question de protéger ces langues-là en tant que minorité. Si l'Union européenne est cohérente avec elle-même, elle reconnaît qu'elle protège les langues, elle protège les minorités. Quel mal il y a à ce que deux pays s'entendent pour dire « avant, nous étions un ». C'était l'Union soviétique. Les Russes étaient présents partout parce que c'était la langue officielle de la République. Et vous avez aujourd'hui des territoires dans lesquels vivent des personnes qui parlent cette langue-là et qui ont cette culture. Pour protéger leurs acquis culturels, pour protéger leur existence au sein de la République, nous reconnaissons que ce sont des minorités. L'ukrainien, par exemple, peut être la langue nationale, mais nous reconnaissons qu'il y a une langue comme le russe, qui est une langue minoritaire et que nous ne devons pas éteindre. Or, après la révolution de Maïdan et la décision de se rapprocher de l'Europe, les dirigeants ukrainiens ont eu l'impression qu'ils pouvaient s'asseoir sur ces accords-là, y compris bombarder ces populations, les massacrer sans que cela ait aucune conséquence. Et la Russie qui est à côté a vu ce qui s'est passé au Kosovo, a vu comment ça s'est passé en Irak. Elle sait comment ça peut se terminer. Et elle a décidé d'intervenir. Je ne suis pas ici en train de prendre parti. Je dis simplement, faisons ce rappel historique pour que chacun se situe dans la perspective longue qui n'est pas celle uniquement de dire tel a raison, tel a tort, c'est tel qui a commencé, c'est tel qui a... C'est de dire simplement, il y a des accords qui ont été signés entre deux États indépendants. Il n'y a pas de raison qu'un tiers État vienne intervenir pour démanteler ces accords qui ont été signés de bonne foi et qui ne sont malheureusement pas exécutés. J'ajoute que jusqu'à une certaine période, Kiev a, dans la perspective d'éteindre la langue russophone, a interdit le russe dans le Donbass. Oui, bien sûr, dans toutes ces oblasts-là, c'est-à-dire l'Est et le Sud, y compris la Crimée, qui aujourd'hui fait officiellement partie de la Russie, le russe était interdit. Mais comment vous pouvez interdire à quelqu'un d'avoir une identité culturelle qu'il n'a pas choisie? Il est né comme ça. Je ne peux pas vous interdire d'être togolais, vous êtes togolais. Je ne peux pas vous interdire de parler votre langue, d'avoir un respect pour vos traditions, vos us et coutumes. C'est comme ça. Et pourquoi ça ne devrait pas être valable? Est-ce qu'il y a une zone sur ce vaste monde, dans ce vaste monde, où on peut interdire à quelqu'un d'avoir son identité culturelle et d'en être fier?
Excellent. Et vous avez interrompu Pardon, le fil excusez-moi, de mon Excellence. raisonnement. Je disais donc que Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine qui veut prendre des territoires. En fait, Poutine ne veut pas prendre des territoires. Poutine a déclenché une guerre, disons une opération spéciale. Il y a des gens qui ont dit non. Poutine lui-même, il en était sensible. Il a dit non, on va négocier. Ils se sont précipités à Istanbul. Ils ont négocié. Zelensky était d'accord. C'est-à-dire qu'on met fin à la guerre, on s'entend sur certains arrangements et la paix revient. Boris Johnson, l'anglo-saxon en chef, qui veut commettre un génocide contre les Slaves, atterrit et dit à Zelensky, tu ne signes pas, nous on te donne et l'argent, on te donne les armes. Malheureusement aujourd'hui quand Zelensky demande argent et armes, je ne suis pas pro-Zelensky, vous le savez très bien, que Dieu m'en garde. Mais quand Zelensky demande, on dit non, que c'est un mendiant, il dérange les gens. Non, c'est Boris Johnson qui allait lui donner la garantie au nom de l'OTAN, au nom de l'Union européenne, au nom de l'Amérique, qu'on lui donnera autant d'argent et autant d'armes qu'il voudra, parce qu'il faut battre la Russie. Maintenant, la Russie dit, mais attends, vous m'avez obligé à faire la guerre, j'ai conquis les territoires à problème, je les garderai. On dit non, que ce n'est pas possible. Les Occidentaux, ils disent à Zelensky, n'accepte pas ça. Moi, je vais poser une question. Quand on prend un territoire par la guerre, est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation de quelqu'un avant de l'occuper? Quand en 1914, les Anglais venus de l'Ouest, les Français de l'Est, ont écrasé les Allemands à Wahala. Ici, je parle du Togo, hein, c'est à moins de 90 km d'ici. Hein. Est-ce que quand ils ont fini de battre les Allemands, ils sont allés à Berlin demander l'avis du Kaiser? Bon, écoutez, on a battu tes troupes à Wahala, est-ce qu'on peut occuper le Togo? Non! Vous avez gagné la guerre, vous prenez les territoires. Et d'ailleurs, une partie du Togo se retrouve voilà, au Ghana. Au Ghana. Je ne sais pas en quoi aussi. les Occidentaux croient que Poutine a besoin de leur autorisation pour occuper les territoires qu'il a occupés, qu'il a pris au prix du sang de ses enfants. Alors écoute, il n'y a pas une semaine, hein, quelques jours, où le président français lui-même dit, écoutez bien, ah, les Russes ont perdu 1 million de soldats et ils n'ont occupé que 1% du territoire. Mais alors, ça veut dire quoi? Donc le 1% là, vous dites à Zelensky de ne pas accepter ça. Selon lui, les Russes ont perdu 1 million de soldats. Pourquoi? Quand quelqu'un perd 1 million de soldats, il ne doit pas, bon, je perds 1 million de soldats, j'occupe un territoire, et un bon matin, je dis non, venez reprendre votre territoire, je retourne chez moi. Qu'est-ce que je vais dire aux parents de ce million de soldats-là? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi vos enfants sont morts? Juste pour que je donne la terre aux Ukrainiens? Est-ce que, quand quelqu'un gagne, les Européens sont venus faire la guerre en Afrique, ils ont occupé l'Afrique. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un. J'ai gagné la guerre, je prends la terre. Alors, Poutine gagne la guerre. Et il est très modeste, hein? Il ne veut occuper que, disons, les parties où il est vraiment installé, même s'il y a quelques miettes qui sont encore aux mains des Ukrainiens. On dit non. On dit à Poutine, Zelensky, un président illégal, hein? Un président illégal, un président hors la loi, un président bandit, un président voleur. Mais comme son banditisme et ses vols, il partage les fruits de ses rapines avec certains dirigeants, on le soutient comme ça. Alors, c'est un président non élu qui donne l'ordre de continuer la guerre et de tuer des centaines d'Ukrainiens par jour parce qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien, comme ses maîtres de Paris, de Londres lui ont dit. Maintenant, on dit, on prend la tête, il dit non, vous donnez le temps à Poutine d'occuper davantage de territoires ukrainiens. Vous croyez que quand Poutine va prendre Pokrovsk, il va prendre Kharkiv, il va prendre Odessa, vous allez revenir lui dire, ah, rendez-nous les terres. Poutine ne rendra rien. C'est vous-même qui l'avez invité indirectement à occuper ces territoires. Il faut arrêter le massacre, mais personne n'arrête le massacre. Alors, on nous parle des garanties de sécurité. Oui, mais on va aborder les garanties de sécurité. On va pas tout dire. Laisse-moi conclure, laisse-moi conclure donc ce point en disant que
Poutine n'a pas à demander l'autorisation à quelqu'un pour occuper effectivement les terres qu'il a gagnées au prix du sang de ses enfants. Soit dit en passant, Poutine n'a pas perdu 1 million de soldats. Les Ukrainiens ont perdu 1 700 000 soldats. Ce n'est pas un président délirant qui l'a dit. C'est des choses, des enquêtes et des choses qui l'ont révélé. Et on sait que les pertes dans cette guerre, c'est un Russe contre au moins 5 à 6 Ukrainiens morts. Donc on cesse de distraire les gens. Mais maintenant, la question fondamentale, pourquoi cette guerre continue? On ne comprend pas, lui, Magloire Kemayo, parce que les principaux acteurs, pratiquement, se sont entendus pour un cessez-le-feu, sinon la fin de la guerre. Pourquoi ça continue? Est-ce que c'est l'Europe qui continue de jouer au pyromane? Doit-on requalifier l'implication de l'Europe dans ce conflit? Il y a un manque de sincérité qui n'est pas assumé. Il y a un gros manque de sincérité parce qu'au début de la guerre, rappelons-nous qu'il y a eu cet accord que la Russie a signé avec les anciennes républiques soviétiques qui constituaient l'Union soviétique. Il a été signé avec pour garant les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, même en faisant partie du continent européen, a un tropisme plus américain qu'européen. Et quand on commence à faire les accords au niveau de Minsk, l'Allemagne aussi entre en ligne de compte, la France entre en ligne de compte. Et ces deux puissances, plus la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne, ont incité les Ukrainiens à signer juste pour gagner du temps, le temps qu'elles s'organisent pour trouver des financements qui permettraient à l'Ukraine de renverser la vapeur. Comme l'ont souligné Merkel et Hollande. Exactement, ils l'ont reconnu officiellement. Ce n'est pas comme si on était en train de fabriquer quelque chose dans un bureau complotiste. Donc voilà ce qui s'est passé. Et quand vous faites face à ce genre de mauvaise foi, vous n'incitez personne à être de bonne foi. Et la Russie aujourd'hui, je ne veux pas justifier ce qu'elle fait, mais elle a peur. Quand vous avez financé des révolutions sur les territoires voisins, que vous avez réussi à renverser des gens, que vous avez détruit le Kosovo, que vous avez détruit l'Irak, qu'est-ce qui me garantit que vous ne pouvez pas reproduire la même chose dans mon pays? Grosso modo, on en est là. C'est-à-dire, je veux presque dire que c'est une guerre de prévention qui est menée. Et sans soutenir qui que ce soit, encore une fois, quand vous voyez la menace arriver, vous vous arrangez du mieux que vous pouvez pour l'écarter. C'est ce que la Russie fait. Peut-être qu'elle le fait mal, peut-être qu'elle le fait en piétinant des intérêts qui sont ceux des autres pays. Mais je me souviens qu'au début de son mandat, au début quand Poutine est venu, il était d'accord pour travailler avec et les Américains et l'ensemble des pays de l'OTAN. Il y avait même un espace de discussion qui avait été créé entre la Russie et l'OTAN pour discuter de la paix et pour discuter de la manière dont les relations allaient être entretenues. Mais comme l'OTAN et les États-Unis en tête ont pris l'option plutôt d'humilier, de dominer, d'écraser, on en est revenu à un rapport de force. Un rapport de force aujourd'hui qui débouche sur ce conflit et qui fait que, quel que soit ce qu'on mettra dans la balance, tant qu'on n'aura pas rassuré les Russes, ils partiront dans une position extrême qui est la position militaire pour défendre leurs intérêts et protéger leur territoire. Je voudrais vous citer Marine Le Pen, leader de l'extrême droite en France. Elle a fait une déclaration. Elle n'est pas d'accord avec cette appellation. Elle dit c'est la droite nationale, le Rassemblement national. Ben, si vous voulez, le Rassemblement national. Elle dit c'est Emmanuel Macron qui est le véritable responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment vous analysez ces propos? Mais Emmanuel Macron n'est pas plus responsable que Boris Johnson dont j'ai parlé. Mais ces derniers temps, Emmanuel Macron, on n'entend pas beaucoup Boris Johnson et les autres. Non, Boris Johnson, il va dire quoi avec sa tête de souris mouillée? Il va dire quoi? Parce qu'ils étaient sûrs que l'Ukraine va battre la Russie. Je dis, mais il faut être complètement décervelé pour croire que l'Ukraine va... Comment il va... Comment? Ça va te passer comment? C'est dans un rêve, dans un cauchemar? Le type là qui a donné la fessée magistrale à Napoléon, le type là qui a arrêté Hitler. Ben, on n'est plus au temps de Napoléon. Oui, il a arrêté Hitler. C'est les Russes. Oui. Et c'est à Kursk qu'a eu lieu la plus grande bataille de chars du monde de l'histoire. Et ce petit idiot de Zelensky envoie des gens à Kursk pour aller défier les Russes. Mais il n'a jamais... Bon, à part faire la comédie là, et jouer au piano avec son zizi. Zelensky n'a jamais appris l'histoire de son pays. Il n'a jamais appris l'histoire de la Russie. Il est russe.
Il n'a jamais appris l'histoire de la Russie. Alors, donc, Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron est le véritable responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'il Emmanuel Macron, demande l'envoi de troupes à Kiev. Excusez-moi, je crois que son cas relève de la psychiatrie. Excusez-moi, parce que quand on parle, les gens disent non, on exagère. Comment tu veux qu'un chef d'État, à qui l'armée, son armée, ce n'est pas l'armée de quelqu'un, hein, ces généraux disent chef, en cas de guerre, on a des munitions pour une semaine. On a des munitions pour une semaine en cas de guerre. Et on a combien de chars au total? 200. Et les avions, machin. Et puis, en ce moment, il se promet, il dit, mais écoutez, moi j'ai des bombes atomiques, je vais vous distribuer ça. Et Pologne, tu vas prendre 10, Estonie, 15, Lettonie, peut-être 5. Il veut distribuer les bombes atomiques dans la région. Ce n'est pas faux, il a la dissuasion nucléaire. Oui, mais est-ce qu'on distribue les bombes? Est-ce que c'est des... sur la non-prolifération. Attends, est-ce que c'est des obus? Et puis si on partait dans cette logique, pourquoi on interdirait à d'autres pays d'avoir la bombe atomique? Est-ce qu'on interdirait par exemple à l'Iran et au quelqu'un qui raisonne comme ça, si on peut appeler ça raisonner, quand on parle des armes nucléaires, qu'on veut distribuer à qui veut, ça n'empêche pas une quelconque mafia de se saisir de 2 ou 3 bombes. Quand tu les transportes, on va livrer à chose, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, on va livrer en Pologne, on va livrer en Roumanie, et on va livrer aussi en Ukraine. Mais c'est les bombes que De Gaulle a fabriquées, que quelqu'un vient, il veut donner comme des bonbons aux enfants. Allez, tenez, prenez. Mais, donc, il veut la guerre, mais il a des motifs sérieux pour vouloir la guerre, M. Macron. Il a un motif sérieux parce que son idée européenne, soutenue par son acolyte à Bruxelles, la femme la plus grande voleuse, hein, tu connais son histoire, plus de 12 milliards d'euros empochés dans des commandes délirantes de soi-disant vaccins, où au moins 30 milliards seraient passés dans sa poche personnelle, on n'en parle pas. On en parle, il y a eu l'enquête. Enquête. À chaque fois qu'on en parle, ça se tait. Après ça, même on fait des élections, elle gagne. Alors qu'elle devait être élue directement chef de la prison. Mais elle gagne, elle est toujours présidente de la commission. Alors, Macron et la vieille dame là, c'est eux qui veulent la guerre pour des intérêts financiers. Alors, on te dit aujourd'hui ce que tu ne savais pas, que 12 ou 11 milliards d'euros étaient détenus par la France dans les avoirs russes, c'est dit. Et brusquement, il n'en reste que 25. Ils ont mis la main dans la comment on appelle ça, la marmelade. Il en a mis jusqu'ici. Et il veut que la guerre dure pour que les Russes n'aient pas le temps de venir réclamer leur argent. Moi si je connais, c'est toi qui as étudié en Russie, hein. Moi les Russes, je les connais à travers mes lectures. Je te jure que les Russes iront jusqu'à Paris dans les banques ramasser leur argent. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les emprunts russes aussi, qui n'ont jamais été remboursés à la France, sur lesquels aujourd'hui beaucoup attendent. Non. Je veux dire, ce n'est pas une raison pour voler, mais je veux dire, il y a des emprunts russes qui n'ont jamais été remboursés. Donc, du temps de... ils peuvent voler les Russes pour les ça ne justifie pas. Des papas des Russes. Non, ça ne justifie pas. Je dis simplement que c'est un but. Ça, c'est de deux. Regarde son pouvoir, hein. On attend le 8 et le 10, tu vas voir ce qui va se passer en France. Il lui faut une guerre. Je te disais ici la dernière fois que tu ne peux pas demander à faire tomber un président pendant la guerre. Il sait que seule la guerre lui permettra d'être président jusqu'en 2027. Sans oublier ses problèmes personnels. Seule une catastrophe nucléaire va faire oublier les problèmes de Macron. Et il veut cette catastrophe. Il y tient. Maintenant, il parle de garantie de sécurité. En réalité, l'Ukraine n'a pas besoin de garantie de sécurité. Ce pays, il s'est battu depuis 3 ans. Est-ce que la France aurait tenu 3 ans devant la Russie, même en recevant les armes de tous les autres pays comme l'Ukraine a reçu? Non, elle n'aurait pas tenu. Personne ne souhaite. Donc, la Macron a besoin de la guerre. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Mais qu'il se dise, comme c'est lui-même qui claironne que la Russie a perdu 1 million d'hommes, qu'il se dise que la Russie n'acceptera jamais d'avoir perdu 1 million d'hommes pour le plaisir du pouvoir de Macron, comme ses officiers lui ont dit.
qu'on n'est pas là pour les caprices d'un chef. Louis-Magloire Kimayo, l'état-major de l'armée française ne serait pas d'accord pour l'envoi de troupes en Ukraine, mais sur quoi se base Macron pour faire cette promesse? Je ne sais pas, c'est un homme politique et vous savez, en France, pour déployer les troupes, vous n'avez pas besoin de passer par le Parlement. Vous pouvez le faire sur une durée de 3 mois sans demander l'avis de personne. Et c'est après, quand les troupes sont déployées, que vous demandez l'autorisation des élus du peuple pour prolonger ou retirer le soutien aux troupes qui sont déployées. Mais généralement, vu que les troupes sont au front, on ne peut pas les abandonner. Généralement, on prolonge plutôt le mandat qui a été accordé. Mais de façon générale, sur cette guerre, moi, ce qui me désole, c'est que l'on est dans une guerre qui est financée par les Européens et dont les gains vont directement aux Américains. C'est un double vol, c'est même un triple vol, parce que si on prend sur le plan strictement géographique, l'Ukraine, la Russie font partie de l'Europe. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne qu'ils ne sont pas européens, ils sont européens. Cette guerre a lieu en Europe, elle est financée par les Européens, mais encore une fois, les gains seront ramassés par les États-Unis. Rappelez-vous l'audience entre Zelensky et le président américain. Il le traite comme moins que rien. Les dirigeants européens qui viennent par la suite en renfort avec Zelensky ne sont pas mieux traités. Ils sont traités comme des élèves dans une classe où on vient prendre les leçons et après aller les étudier et être noté par rapport à la manière dont on a maîtrisé ou pas la leçon du professeur. Donc, ce qui me désole, c'est ça. C'est que le nouvel ordre mondial que demandent les pays du Sud global est un ordre dans lequel, normalement, l'Union européenne devrait se retrouver. Mais le dommage, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, pour des raisons qui m'échappent, l'Union européenne s'aligne sur l'agenda américain, finance et soutient une démarche qui est en train de la replonger dans ce que nous ne voulions plus voir. C'est-à-dire une nouvelle guerre qui pourrait devenir mondiale. Quel est son gain, l'Europe, en finançant cette guerre? Écoute. Elle dit qu'elle défend les droits de l'homme et la démocratie. C'est très bien comme intention, mais sur le plan concret, ça ne ramène rien. Ça fait dépenser énormément. Et si quelqu'un me garantissait que sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan même du rayonnement, ça apportait quelque chose de bien, je signerais tout de suite. Mais c'est qu'entre-temps, les dégâts collatéraux que cela cause, à la fois en Ukraine, en Russie, et pour des pays comme les nôtres, Afrique, et des pays comme les... Ils sont énormes. Donc... Pardon. Oui. Et l'Union européenne défend les droits de l'homme et la démocratie. C'est ce qu'elle dit. La démocratie comme les élections truquées en Roumanie. C'est ça la démocratie? La démocratie comme les élections truquées en Géorgie. Je parle des faits récents, hein, je ne remonte pas dans l'histoire avant Jésus-Christ pour vous citer des faits. Je parle de ce qui est en train de se passer devant nous. Et j'ai un ami burkinabé qui m'a dit un jour que chez eux on dit, si tu acceptes que quelqu'un te passe la corde au cou, ce n'est pas au moment où il commence à tirer que tu réagis. C'est-à-dire que tu savais bien que s'il te met la corde, c'est qu'il va tirer. Les Européens sont allés eux-mêmes donner leur tête aux Américains pour mettre la corde. Ils peuvent quoi aujourd'hui? Trump tire. La dernière fois, ils se sont réunis, ils faisaient leur magico là. Et Trump leur a dit, mais écoutez, c'est vous qui financez la guerre en Ukraine en achetant le carburant. Von der Leyen, Ursula. la même, oui, Ursula, la célèbre Ursula, la Mata Hari. Ah, non, c'est seulement la Hongrie et qui achète le gaz et le pétrole russe. C'est qu'elle prend Trump pour un idiot. Trump n'est pas idiot. Et Trump lui dit, mais et vous? Ce n'est pas le même pétrole russe que vous achetez par Indien interposé. Donc eux, ils n'ont même pas compris que quand Trump fait pression sur l'Inde de ne plus acheter le pétrole russe, ils n'ont pas compris que c'est à eux qu'on en veut. C'est-à-dire qu'on veut leur couper la source du pétrole russe. Ils n'ont pas compris ça. Comment est-ce que ces gens qui ont les meilleures écoles, où on forme les plus grands stratèges, peinent à croire des choses aussi élémentaires qu'un enfant de CM2 ici aurait comprises rapidement pour interpréter? Non, je pense qu'ils comprennent. Je ne peux pas... On n'a pas l'impression qu'ils comprennent. Non, donc, laisse-moi terminer. Donc, Trump leur dit aujourd'hui, c'est vous qui financez la guerre parce que vous achetez le pétrole russe. Et il leur dit quoi? Ils doivent abandonner le pétrole russe. Venu directement ou indirectement par l'Inde, il faut abandonner. Et faire comment? Acheter le pétrole
américain, le gaz américain, qu'on va leur vendre au moins 3 fois. J'ai dit au moins 3 fois le prix de celui des Russes. Et le gaz des Russes était de meilleure qualité. Il faut demander à tous les ingénieurs qui se connaissent en gaz. Maintenant, qu'est-ce que les Russes font? Les Russes vont voir les Chinois et leur vendent ce gaz encore moins cher que le prix qu'ils faisaient aux Européens. Vous, les Européens, sur le plan industriel, votre plus grand concurrent aujourd'hui, c'est qui? C'est la Chine. Et la Chine obtient son énergie pratiquement à 0 francs. Et votre meilleur ami, à qui vous avez votre coût, vous avez donné votre coût pour mettre la laisse, il tire dessus et il vous vend l'énergie là à 3 ou 4 fois ou 5 fois le prix auquel. Comment voulez-vous que votre industrie survive? Donc l'Europe a elle-même signé sa déchéance. Elle veut tomber dans la situation des pays du tiers-monde. La preuve, les dettes dont on parle aujourd'hui en France, c'est la tiers-mondisation de la France. Mais ils le font volontairement, c'est ça qui m'étonne. Vous parlez de Marine Le Pen. Elle et tous les autres qui s'agitent à l'Assemblée nationale française, ils servent à quoi? Ils ne servent à rien. Dans ces conditions, pourquoi les États-Unis veulent enfoncer le clou sur la tête de l'Europe? Est-ce que l'administration Trump veut mettre fin au programme de sécurité protégeant l'Europe de la Russie, hein? Pourquoi Non, enfoncer ses amis aussi profondément? Non. L'Europe est l'arrière. Écoute, Trump, je crois que Trump revient sur terre. Regarde ce que Trump est en train de vouloir faire au Venezuela. Je crois que Trump va dire à Poutine, écoute, ne viens pas me chercher des noises dans mon arrière-cour. Moi aussi, je ne viendrai pas te chercher des noises dans ton arrière-cour. Et ton arrière-cour, c'est qui? C'est l'Europe. Le type qui trépignait comme tu lis les dessins animés, Lucky Luke, Joe, le petit là, qui trépigne. C'est le Dalton, Joe Dalton. Les Dalton, oui. Et qui trépignait. Ah, Poutine ne doit pas gagner la guerre, c'est pas possible. Il dit qu'il va envoyer 40 000 soldats. Il est sûr que c'est 40 000 soldats qui font peur à Poutine. Mais un peu de bon sens. Vous étiez 40 pays, vous avez cotisé des soldats par milliers, de l'argent par milliards de milliards, vous avez donné aux Ukrainiens. Poutine est en train de les mettre à plate couture. Aujourd'hui, s'il y a des pays en Europe qui ont besoin de garantie de sécurité, ce n'est pas l'Ukraine. C'est vous les pays occidentaux là. Demandez une garantie de sécurité à Moscou. Que Moscou vous dise, moi je ne vous attaquerai pas. Et Poutine le répète tous les jours, mais vous ne le croyez pas. Quand il parle, ah non, il bluffe. On envoie toujours une petite sorcière là sur les antennes. Ah, et Poutine, il bluffe, il bluffe, il bluffe. Et il bluffe et vous tremblez. Non, mais et puis c'est la contradiction dans la démarche aussi qui est assez flagrante quand même. Parce que d'un côté, vous avez la Cour pénale internationale qui a condamné le président russe, Vladimir Poutine. Et donc logiquement, s'il se déplace, on devrait l'arrêter partout où il va. Et de l'autre côté, vous avez le président américain qui le reçoit en grande pompe en Alaska, comme si de rien n'était. Et cela ne dit rien aux Européens. Le message n'est pas ambigu, il est très clair. Non, les Européens, excuse-moi, mais est-ce que Trump reconnaît la Cour pénale internationale? Trump passe son temps à décréter des sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale, tu le sais. Et de deux, mais la Cour pénale internationale, c'est pour les Noirs. Poutine a beau être slave, maltraité par les anglo-saxons, c'est un blanc. La Cour pénale, c'est pour les noirs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On a traduit des dirigeants de l'ancienne Yougoslavie. Tu veux me parler de Milosevic? Milosevic, le pauvre. C'était l'exception pour légaliser la règle. Bon, pour terminer cette première partie, que risque l'Europe dans ce bras de fer qu'on ne comprend pas du tout avec la Russie, lui, Angola Kemayo? Ce que risque l'Europe, c'est ce qu'elle vit déjà. C'est-à-dire, c'est un déclassement sur le plan international, sur le plan de son rayonnement à l'international. L'Europe a montré qu'elle n'est plus aujourd'hui un rival de poids. La guerre, c'est entre la Russie, c'est entre les États-Unis et la Chine, accessoirement à la Russie. Mais ce n'est plus aujourd'hui une rivalité entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe s'est mise sous la coupe des États-Unis et ça va durer pendant très longtemps encore. Sur le plan industriel et économique, comme l'a relevé l'ambassadeur, il y a un déclassement qui a eu lieu et qui va perdurer parce que l'attaque contre Nord Stream qui a empêché que l'approvisionnement se fasse en gaz entre la Russie et l'Allemagne
au profit de toute l'Union européenne, va quand même mettre en très grande difficulté l'Union européenne. On parle aujourd'hui d'énergie verte ça va être très compliqué pour l'Europe de tenir le coup. Et la Chine, entre-temps, monte en puissance. Les sanctions des Américains n'ont rien changé à cela. Et après, sur le plan social et économique, le déclassement est aussi là. La division est de plus en plus visible aujourd'hui entre les pays européens et si les Chinois peuvent de plus en plus acheter des pans de l'économie européenne, c'est bien parce que l'Europe est affaiblie et qu'elle n'a pas d'autre choix que de vendre les joyaux dont elle dispose. Et cela ne la rendra pas plus forte devant les États-Unis, malheureusement. Excellent. Tu demandes comment... Oui, que risque l'Europe dans ce bras de fer engagé avec la Russie? Il a été écrit, l'Europe est déjà dans ce qu'elle risque. Hein. Il n'y a plus d'Europe. Les gesticulations là, c'est juste pour dire aux gens, ah, on est encore là, hein. Hey, les cousins, les noirs, les nègres d'Afrique, là, faites attention, nous on vit encore. Hein. Mais quand un cadavre gigote, on ne peut pas dire qu'il vit encore. L'Europe est morte. Et c'est les Américains qui l'ont tué avec son propre consentement. C'est eux qui sont allés se prostituer à l'Amérique. Ce n'est pas la Russie. Au contraire, la Russie dit toujours, moi je veux dialoguer, je veux discuter. La Russie n'a jamais dit qu'elle veut occuper l'Europe. Donc aujourd'hui, les Russes les regardent, les Russes se disent même, attendez, comme ils sont en train de mourir de leur propre mort, pourquoi on irait même les déranger? Puisqu'il y a des gens en Europe qui sont en train de tuer l'Europe. Il y a des gens en Europe qui sont en train de tuer leur propre pays. Alors laissons-les faire. Et c'est ce qu'on laisse faire. Donc l'Europe, ça nous fait de la peine parce que c'est nos amis, parce que c'est eux que nous connaissons, parce que c'est dans leur pays que nous étudions, c'est parce qu'avant c'est chez eux qu'on achetait tout. Mais ça nous fait de la peine qu'eux-mêmes acceptent cette dégringolade juste, soi-disant quoi, droit de l'homme et le quoi, démocratie. Mais quand on parle de l'Europe, c'est d'abord la France. On sait aujourd'hui que, comme on l'a souligné, l'armée est, on va dire, en désaccord avec le président. Elle ne veut pas bouger pour aller en Ukraine. Et la société politique et civile est vent debout aussi contre l'envoi de troupes en Europe. Il y a eu plusieurs manifestations samedi. Elles vont continuer dans un contexte... Le chef d'état-major de l'armée, le général Schill, qui a dit, ben, écoutez, il faut arrêter la comédie. Burkhardt, le chef d'état-major, l'avait déjà dit. Mais est-ce qu'on risque Macron veut sa guerre. Est-ce qu'on risque une crise majeure en France, une crise politique? La crise politique, elle est déjà là. Quand 67% des habitants d'un pays demandent que tu déguerpisses, et tu te tapes la poitrine comme quiconque. Moi, je suis là jusqu'en 2027, j'ai été élu. Tu as été élu par le peuple. C'est lui qui te dit de partir. Est-ce que c'est bagarre? Donc, moi, je souhaite qu'il reste là. Parce qu'il veut enterrer la France. Il l'a tué, il veut l'enterrer avant de partir. On va lui envoyer des gerbes de fleurs pour l'enterrement. Et puis, vous savez, moi, je suis à peu près convaincu que le nouvel ordre mondial que nous appelons tous de nos forces, de toute notre énergie, il est en train de se bâtir sous nos yeux. Celui dans lequel nous vivons a été conclu à Yalta. Yalta qui était ukrainienne à l'époque, enfin, qui faisait partie de comme par hasard. Oui. Et aujourd'hui est devenu russe. Et le destin du monde est une nouvelle fois en train de se jouer au niveau de la Crimée, voire de ce territoire-là. Faisons-y attention. Moi, je pense que les nouvelles puissances qui sont en train d'émerger, qu'on appelle les BRICS ou les BRICS améliorés avec les nouvelles adhésions qu'il y a eu, sont aujourd'hui des partenaires qui vont probablement permettre d'avoir ce qu'on appelle un changement d'échelle. Mais le 2 poids 2 mesures qu'il y a eu jusqu'à présent, qui permettait que l'on puisse intervenir militairement dans un pays sans demander l'avis de l'ONU et interdire à d'autres de le faire, que cela change. Il faut également que la suprématie que se sont achetés les Américains change pour que l'on ait un ordre du monde, non pas bipolaire, mais multipolaire, où chacun a des chances d'être entendu en tant que pays, mais où il y a une instance d'arbitrage qui permet de dire, voilà, on a essayé d'y réfléchir et finalement, vous avez raison, vous avez tort. On ne doit plus avoir des guerres comme celle qu'on a eue au Kosovo, comme celle qu'on a eue en Irak et comme celle que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui en Ukraine. Ça doit s'arrêter. Et si ça s'arrête grâce à cette tragédie dans laquelle les Ukrainiens payent le prix fort,
peut-être que ce sacrifice aura servi à quelque chose. Oui, mais tu as vu. sur la question de la France, que reste-t-il aujourd'hui à Macron, Emmanuel? Le président, il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Son Premier ministre risque d'être destitué le 10. C'est pratiquement fait. La rue est contre lui. L'armée n'obéit pas à ses ordres. Que reste-t-il? Ce qui lui reste, il va envoyer acheter super glue et il se squatte au siège à l'Élysée. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement, moi je ne crois pas qu'on... Quel que soit notre avis sur le sujet, je ne pense pas que ça va changer quelque chose dans la donne. La donne, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui est un peu plus avancée en termes d'intégration que l'Union africaine, a un mécanisme qui permet d'outrepasser les souverainetés nationales. C'est-à-dire que même si Macron décidait quelque chose, au bout du compte, ce sont les résolutions de l'Union européenne qui prendraient le dessus. Donc, la volonté populaire ici, on l'a vu avec le référendum qui avait été organisé sur la Constitution européenne, les populations françaises ont décidé, et puis les politiciens français ont pris leur décision pour outrepasser la décision populaire. Donc, je ne voudrais pas me projeter par rapport à tout cela, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je sais à peu près quel sera le scénario de fin. On va marquer une pause, parce que là, nous sommes talonnés par... Le pouvoir de la France n'est pas à Paris, il est à Bruxelles. D'accord. On va reparler de ça dans la seconde partie de New York Forum, parce que là, nous devons marquer une pause pour une édition du journal. À tout de suite.